Alors, bonjour Muriel, on se retrouve actuellement en Lorraine pour les Mlinades édition 2025 et on profite de cette occasion de se voir en physique pour essayer de faire un épisode pilote. L'objectif étant de faire des portraits de personnes qui vivent dans le petit monde de la mule. Et du coup, pourrais-tu te présenter Muriel Hérillon, notre ami belge mulopathe? Oui, je peux me présenter, hem, muletière, on va dire ça, Oui, mulopathe, mulophilie, mulophile, mulophilie, c'est très bien. obsessionnel compulsif de la mule. Bah, voilà, je suis, donc effectivement belge, ce qui veut aussi dire, hem, Lion de Belgique. qui vient de Belgique, qui vient de Belgique et qui, n'est pas le pays, de la mule, ça, c'est très clair, en tout cas aujourd'hui, qui a pu l'être, à une époque. Faut quand même Je vais quand même dire quelque chose là, tout de suite d'emblée, c'est que, donc la Belgique n'est pas le pays de la mule, mais aux États-Unis, ils sont très, très fiers de dire qu'ils ont une race de mules belges C'est incroyable. et ça, c'est quand même quelque chose que vous ne savez peut-être pas. Donc, oui, je suis spécialisée dans l'éducation, le débourrage à la selle, l'éducation au sol, bah, des mules, mulets, bardeaux, bardottes, hybrides, mais bien sûr aussi chevaux. Mais je me suis vraiment passionnée pour les mules, donc bah, je suis un petit peu spécialisée là-dedans et par contre voilà, j'ai pas été plus loin que la mule de selle. Je pense que c'est déjà, suffisant. Et aussi, j'ai pu, travailler avec, mon groupe de mules dans la thérapie. Donc ce qu'on a appelé nous, la mulothérapie puisque, on savait pas si ça existait, on a décidé d'appeler ça comme ça. Quand je dis «on», c'est parce que j'ai créé une association. Et ça voilà, on peut en parler un peu plus tard, mais en gros, je suis, aussi spécialiste de la rééducation de mules, Compliqué. compliquées, soit appartenant à des propriétaires, soit abandonnées par des refuges, soit, abandonnées par des propriétaires. Heu, voilà, soit, pas abandonnées du tout, mais qui doivent, retourner, on va dire, hem, avec leurs, de nouveaux propriétaires. Donc ça fait 3 fois que je le dis, hein, c'est Oui, pas bah, très ça arrive. clair. Qui doivent redevenir des animaux confiants et à qui on peut d'ailleurs, Offrir une belle vie. offrir une belle vie, voilà. Voilà. Et Outre que celle de terminer en fricandelle et la fricandelle étant typiquement belge, elle aussi. donc du coup, les mauvais mulets belges finissent en fricandelle, mais la vraie Faut le savoir. la vraie Ou je dois quand même le dire, pour des exercices d'euthanasie dans les cliniques, vétérinaires. d'accord. Voilà, c'est toujours intéressant parce Mais que oui. ça vous fait un vaste programme. Mais du coup, commençons par comment sont entrés ces petits mulets dans votre vie, madame Muriel? Le premier petit mulet était une mule et elle m'a été confiée par un refuge, voilà, qui ne s'en sortait pas, qui avait, je crois, jamais, c'est un refuge pour équidés, ils avaient jamais rencontré ça. Bah, elle était évidemment, terrible comme peuvent l'être toutes les petites mules de poney et un petit peu et très sauvage. Elle arrivait de Hollande dans un camion avec des ânes, enfin bref, c'était, à l'époque, les refuges aimaient encore bien, aller racheter des bestiaux, partant pour le couteau et donc bah, voilà, ils ont un petit peu, pas vraiment regretté, mais ils étaient un peu démunis et ils avaient appris que j'étais très curieuse et très intéressée de rencontrer, cet animal, éventuellement de travailler avec, Et c'était votre, 1er contact avec le monde équestre ou pas du tout? Vous y étiez déjà? oui, oui, j'y étais déjà, D'accord. j'y étais déjà. Et sur ces petits mulets compliqués, en quoi est-ce qu'ils étaient compliqués, par exemple? Si vous avez des exemples Mais c'est-à-dire que, pardon, à peu près toutes les mules, peuvent prendre la mauvaise habitude qui est assez générale si elles la prennent, c'est on appelle ça, je sais pas comment on appelle ça chez vous, mais chez nous on appelle ça tracter. oui, Donc c'est-à-dire qu'elles vont, tourner la tête et peu importe leur taille, peu importe leur poids,
partir à toute vitesse et elles font ça, elles sont extrêmement habiles, dès qu'elles n'ont pas envie de faire quelque chose et je pense que c'est la 1re chose qui face à laquelle ils ont été démunis, c'est qu'on ne sait pas, peu importe la force qu'on a, une fois qu'elle a décidé de faire ça, c'est foutu et donc les pauvres bénévoles du refuge ne s'en sortaient pas parce qu'elles s'enfuyaient à peu près de toutes les prairies, enfin elles passaient partout, voilà et elles simplement, elles se baladaient partout et ça leur convenait pas, je pense et donc voilà, quand ils me l'ont apporté, elle est descendue du camion et la bénévole qui l'a descendue s'est fait, Et du coup, quelles ont été, les premières impressions de cette rencontre du 13e type? c'est pour ça que j'avais été la rencontrer au refuge D'accord, et tout de suite j'étais très, j'ai beaucoup ri parce que justement je trouvais qu'elle avait énormément d'à-propos et puis qu'elle se défendait, puis qu'elle était pas d'accord, mais qu'elle le faisait d'une façon, extrêmement intelligente et je dirais presque avec beaucoup d'humour. d'accord. J'ai compris que c'était un jeu, en fait, Et tout de suite et donc c'était le jeu du non et la mule est très, très douée pour ça. du coup, c'était, sous quelle forme d'humour? C'était des blagues belges, des blagues françaises, des Ah non, c'était complètement mulesque, c'était totalement, inconnu pour moi. Je dirais sur des ouais, non, c'était ouais, peut-être un mélange de d'humour, belge et d'humour anglais. ah! Une sorte de Mister Beans qui mangeait des frites? Et donc du coup, c'est quoi la suite? Une fois qu'on a rencontré, c'est rentré, dans la terre, pas natale, mais, la terre aux terres belges. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé avec ces bestioles? Avec, elle, enfin avec elle en tout cas, bon, j'ai simplement, j'ai trouvé ça extraordinaire, mais j'ai surtout dû beaucoup la laisser tranquille pour qu'elle puisse, s'acclimater et puis, évidemment, on m'a appelé en me disant: «Bah, il y en a une deuxième, hein», puis alors c'était, une 2e qui apparemment aurait voyagé avec elle, mais là c'était une bardotte et donc j'ai adopté une deuxième et Des puis une troisième et puis une quatrième. Et pour, nos éditeurs qui, je suis sûr, seront nombreux, l'équivalent de la terre entière, qu'est-ce qu'un bardeau? Parce que pas tout le monde est forcément au Le courant. Borzo, c'est le petit du même couple, mais inversé, c'est-à-dire que la mère est une ânesse, voilà et le père est un cheval et donc ça donne pas la même chose. Enfin, ça donne pas la même chose, ça dépend, des parents, hein, parce que voilà, c'est pas bien différent au niveau du caractère. Parfois, c'est un petit peu plus facile, les bardos, D'accord, voilà. Enfin, plus facile. Je dirais qu'ils ont le côté un petit peu plus docile du cheval, d'accord. voilà. Et donc du coup, une fois que tu t'es retrouvé avec, cette, tribu de mules, qu'est-ce qui s'est passé? Tu En fait, monté des avant projets? avant vraiment de monter la tribu, heu et découvrant le génie de l'animal et tout ce qu'il était capable de faire, parce qu'il faut savoir qu'après moi j'étais, assistante en hippothérapie dans un club et je les ai amenés dans le club et j'ai décidé de travailler donc là-bas avec mes 4 petites mules, avec, des enfants que voilà, qui venaient pour des cours des cours de poney en plus. Donc il y avait l'hippothérapie, mais les mules participaient pas encore à ça. Et je me suis rendu compte qu'avec les enfants, c'était extraordinaire. Donc à part la première petite mule qui est toujours restée elle, les enfants, elle s'en foutait, ça ne l'intéressait pas du tout. Ce qui l'intéressait, c'était de faire des tours de cirque. Donc elle, on a voyagé un petit peu avec elle pour faire un peu de spectacle, pour représenter la mule en Belgique. Mais sinon, toutes les autres, elles ont travaillé avec moi dans le centre d'hypothérapie comme des poneys, on va dire, mais avec une on faisait des cours totalement différents des cours traditionnels. C'est-à-dire que les petites mules, et les enfants étaient tous en liberté et qu'ils avaient le droit de se choisir et qu'on travaillait d'abord beaucoup à pied, puis on apprenait vraiment le relationnel avant même d'imaginer pouvoir monter et qu'elles ont fait comme ça un parcours, extraordinaire où j'ai pu voir, qu'elles voulaient toujours les mêmes enfants, que les enfants voulaient toujours les mêmes et que finalement on créait une vraie relation. Donc c'était plus l'animal objet, c'était l'animal, partenaire. D'accord. Et du coup, enfin, tu as ressenti, une différence du coup, dans ce travail d'équithérapie, au niveau du enfin entre un cheval et une mule, Oui. au niveau, que ce soit au niveau des animaux en eux-mêmes ou au niveau de comment est-ce que les enfants les recevaient par rapport à un cheval? Est-ce que tu as senti des différences, Bon, après je peux pas dire que c'est général, mais là où je travaillais, bon les poneys, ils avaient l'air tous au bout de leur vie et un peu malheureux.
je l'avoue, parce que, bon, bah, d'abord, ils faisaient tout le temps la même chose et puis que c'était vraiment des objets. Bon, faut savoir que, en thérapie, voilà, on met les gosses dessus et puis ça veut pas dire qu'on va beaucoup plus loin que que dans l'équitation traditionnelle. C'est un peu la même chose et l'animal subit. Or les mules, c'était impossible de leur faire faire ça parce que justement, elles ont trop de caractère et si elles sont pas d'accord, elles disent non et que moi, j'étais pas du tout d'accord de les brimer. Donc j'ai vraiment, c'était vraiment expérimental et j'ai pu voir que, hem, par contre, après quand elles ont pu travailler avec des enfants autistes, voilà, d'autres, types d'enfants, elles supportaient beaucoup mieux. Donc elles prenaient beaucoup moins sur elles. Heu, on va dire les problèmes qui peuvent être, voilà, si un enfant crie pendant 1 heure, de joie, hein, ça peut être fatigant pour un poney, c'est des oh bah, la mule ça va. Donc c'est pas un problème parce qu'on s'occupe d'elle, elle s'occupe et l'interaction avec les humains, j'ai remarqué que ça les intéressait autant que les humains étaient intéressés par elles. Donc on n'avait pas jamais l'impression qu'elles subissaient, en fait. Et donc ça m'a encore plus fascinée. Et après tu es connu notamment pour avoir monté le continent des Le mules. continent des mules, bon donc Ah ça c'est venu après, donc quand tu m'as expliqué le continent des mules. en fait ça vient, donc au départ c'était le pays des mules, au pays des mules. Attention, au pays des mules, donc je trouvais que pour les enfants c'était sympa comme nom, tout ça. Et puis, bah, quand c'est devenu une vraie association, alors c'est devenu le continent des mules. Et bon, moi, je m'étais, bah, voilà, c'était tout un truc dans ma tête avec, le continent de Mu, qui avait disparu, le peuple de l'Atlantide, enfin toutes ces populations, les peuples engloutis, tout ça. Les Et il les mules oubliées qui réapparaissent, voilà, sur le continent belge. puis voilà, moi c'est Muriel, hein, aussi, puis tout le monde m'appelle Mu. Et puis il faut savoir que mes grands-parents s'appelaient De Mule. Donc voilà, j'ai fait un espèce Melting pot, de melting pot à la de chez nous et donc c'est devenu le continent des mules. Et là, il y a eu, vraiment, bah, beaucoup plus, de mules alors qu'ils sont arrivés. Enfin, elles étaient déjà arrivées, du temps du au pays des mules. Mais bon, là, on a vraiment fait quelque chose de très officiel et on a commencé à créer, à plusieurs, bah, un havre, on va dire un havre pour mules, exclusivement, même s'ils vivaient avec, quelques chevaux. Et bah, on nous en a de nouveau apporté. Bon, il a fallu évidemment limiter parce que c'était pas, sans fin et puis que faut savoir que ça intéresse quand même pas toute la Belgique, hein. La Belgique est quand même centrée fort sur le cheval de sport donc c'est pas comme en France où il y a beaucoup de mules parce qu'il y a des montagnes et qu'il y a une culture de la mule qui est bien plus, développée quand même en France. Et donc bah, avec ces mules-là, on a fait autant, de la thérapie toujours relationnelle, même avec, toutes les mules qui arrivaient parfois totalement sauvages ou déglinguées. Bah, je les rééduquais et on finissait enfin, je les rééduquais, je veux dire, je les apprivoisais et je leur apprenais à être, en interaction avec d'autres humains et puis à être montés et cetera. Et donc aussi, comme j'ai une formation en parallèle on va dire d'équitation éthologique pour que les Français comprennent et sinon on appelle ça aussi en langage universel de chuchoteur, on va dire. Bah, vu à cause de cette formation-là, j'ai voulu développer aussi une autre branche, on va dire, qui était de mettre alors évidemment énormément d'adultes plutôt, en contact avec des mules évidemment plus grandes ou peu importe, mais qui puissent apprendre se former avec moi dans, dans la méthode des chuchoteurs, mais avec des mules. Et j'invitais aussi des instructeurs, Mais de chevaux à côtoyer les mules pour pouvoir comprendre que voilà, si on côtoie les mules, on apprend plein, plein de choses, quoi. et après, question théorique, tu as dû, te sentir un peu toute seule quand tu es arrivée avec, ta tribu de mules? Ou est-ce que tu es allée chercher l'information? Est-ce que tu as trouvé, des choses intéressantes? Si tu veux nous partager ça. Bah, s'il y avait pas eu les réseaux sociaux, je crois que ça aurait été encore beaucoup plus long. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas du tout, fréquenté le monde équestre. Je me suis vraiment, concentrée sur, on va dire ma petite, mon petit laboratoire, on va dire, parce que pour moi, c'était complètement expérimental. Parce que même justement avec les méthodes de chuchoteur que j'avais appris, j'avais même appris, à les enseigner. Donc j'ai été,
me faire contrôler, me spécialiser pour pouvoir être vraiment l'enseigner correctement. Beh, même avec ce bagage-là, on est totalement néophyte avec les mules donc moi j'ai vraiment là, c'était vraiment en même temps mon terrain d'expérimentation et c'est grâce à ça aussi que j'ai fait toute mon expérience, quoi. Parce que j'ai accepté énormément de mules, au travail aussi, très compliquées et que c'est elles qui m'ont appris à les connaître et à adapter toutes bah, il y a cette méthode-là, mais différentes manières de la pratiquer et j'avais été chercher un peu partout, mais j'ai vraiment pas dû réinventer parce que je pense que personne ne réinvente rien, dans avec les équidés aujourd'hui. Tout a quand même été un peu, tout Et a quand même été un peu expérimenté, mais on peut en tout cas adapter, vraiment adapter autrement pour les mules. et sur les réseaux sociaux, tu aurais des, alors, on va dire des bonnes adresses à nous donner où tu as trouvé, quelque chose qui te plaît? Bah, au départ, je me suis alors, j'ai vu qu'il y avait des groupes, de longues oreilles. Il y avait pas énormément de gens qui parlaient des mules, mais en tout cas, j'essayais de contacter, des gens qui connaissaient les mules pour avoir quand même quelques infos, mais aussi des infos par rapport à, leur, nutrition, enfin, à plein de choses. Donc là, j'ai eu pas mal d'infos chez les Français, beaucoup et puis j'ai dû, parce que ça correspondait plus aussi aux méthodes que j'avais appris, alors contacter des muletiers américains, qui étaient quand même, bon qu'il faut aussi sélectionner parce qu'il y a aussi différentes manières de travailler les mules aux États-Unis et qui ont eu à l'époque, en tout cas, vraiment l'extrême gentillesse d'énormément communiquer avec moi et de me donner leurs trucs et de m'apprendre plein de choses et donc j'ai fonctionné. Mais bon voilà, donc concrètement, j'étais quand même très seul, en train de faire mes petites expériences, quoi, c'est tout. Et parmi ces trucs, que tu as appris, est-ce que tu as des noms qui sont ressortis? Et quels trucs, par exemple, est-ce que tu as exemple de petits trucs, et astuces qui t'ont Oh, aidé là-dedans? oh, il y en a pas mal. Il y en a pas mal, mais grâce à eux déjà, heu, parce que moi j'y suis allée un peu, heu, on va dire avec une pulsion, mais il y a des questions que je m'étais pas posées, comme, le matériel qu'on utilise. Par exemple, les selles. Vaste sujet, Je les pense selles. que si j'avais su ça avant, enfin si je m'y étais ne parce que j'étais tellement passionnée par l'animal, je me suis pas posé de questions. Je suis pas allée plus loin en me disant: «Tiens et si on devait, heu», je je vais dire en plus j'étais tellement, parfois aveuglée par par la fascination de leur personnalité que je regardais pas toujours j'étais pas assez attentive à leur biomécanique. Chose à laquelle je m'intéresse énormément aujourd'hui, au à la manière dont elle se déplace et par exemple, c'est grâce aux Américains que j'ai compris que tout le matériel qu'on avait, en tout cas chez nous, toutes les selles par exemple, ça ne pouvait pas fonctionner ou alors que c'était rarissime que ça fonctionne, sur les mules. Et tu as Ça, c'est un truc mais primordial en plus. tu as quelques petits points, par exemple de points concrets, entre la différence entre du matériel américain et pourquoi est-ce que c'est mieux sur des mules ou, des particularités qui font que c'est compliqué de seller une mule? Non, pas parce que la physionomie n'est pas la même. La tache de l'encolure, le dos, les épaules bougent pas de la même façon. Donc voilà, ça c'est déjà suffisant pour que alors pourquoi les selles américaines? Bah, parce que déjà, comme c'est avec eux que je discutais le plus souvent et que je les suivais beaucoup, bah, voilà, simplement eux avaient créé des arçons pour mules depuis, tellement longtemps qu'il était clair que voilà. Puis comme moi je en France, je trouvais surtout des gens qui parlaient de la mule de bas. Oui. Or moi, la mule de bas, voilà, moi c'était pas du tout mon étude, quoi. Moi, ce que j'étudiais, c'était la mule de sel, donc voilà. Heu, déjà, on est un petit peu bloqué. Après, je suis persuadée qu'il y a des bonnes selles dans tous les pays, hein, et dans toutes les traditions, vraiment. Mais je pense que c'était ce qui était plus facile. On a quand même trouvé des selles américaines et même, ceci dit, parfois des selles anglaises qui leur convenaient en les adaptant à peu près, à peu près. Mais j'avoue qu'avec, que je faisais pas énormément monter les mulets puisque moi je formais plus les gens, à l'éducation qu'à la monte et la monte, moi je me contentais en tout cas de les travailler surtout, moi à la monte. Et Donc heureusement j'ai pas dû,
et une fois, tout ce savoir acquéri et cette expérience, emmagasinée, qu'il y a ah, On n'a pas encore fini cette 10e parce que là, je on se relance dans une étude là avec Hubert sur la biomécanique de la mule et on va faire des essais justement, on va faire des c'est sur expériences. quoi? C'est, peut-être que c'est dans les petits papiers top secret, mais C'est des pour petits peut papiers top avoir secret. petit papier top secret. Voilà, mais on étudie. Et du coup, avec toutes ces on revient sur cette expérience accumulée, mais Oui. est-ce qu'il y a des petits faits d'armes, enfin des faits d'armes, je sais pas si on peut appeler ça des faits d'armes, mais des choses qui t'ont marqué, au fil de toutes ces années d'expérience, avec, ces charmantes bestioles? Waouh, il y a plein de choses qui ont marqué. D'abord ce qui se passe et ça il faudra après qu'on continue à en parler là avec, heu, avec nos réunions de muletiers, c'est, j'ai pu observer leur comportement, en troupeau, en captivité, bien évidemment et il y a tellement de choses à dire que voilà. Mais je la question qu'on pose le plus souvent à beaucoup de monde, c'est: «Est-ce que c'est différent des chevaux? Est-ce qu'au niveau de l'éducation, c'est différent des chevaux? Est-ce que» oui, voilà, oui, D'accord, bien sûr. Par contre, si et c'est là que pour nous, on veut j'ai entendu beaucoup et c'est pas faux. Quand on les monte, il y a une différence, mais elle est plus au niveau du mental. C'est-à-dire que, voilà, au début, on n'a pas du tout les mêmes réactions qu'avec les chevaux. Je dirais même que c'est même plus facile, qu'avec les chevaux. Mais moi, je me suis plutôt, posé des questions sur leur physique, quoi, voilà. Après je suis en train de dévier de la question que tu m'as posée. oui, Il y a mais c'est tellement de choses à dire oui. faudrait que tu me te poses des questions peut-être précises pour que je puisse, voilà. Précisément, typiquement sur, ce comportement, en troupeau, est-ce que tu as 2-3 petites exceptions, qui diffèrent pour toi des chevaux au niveau des mules? Tu des exemples? De petits exemples, oui. Bah, c'est-à-dire qu'elles fonctionnent pas elles ont, pris de l'âne un fonctionnement plus par groupe. Donc au sein du troupeau, elles font des groupes, bien différents et puis, on a quand même plus de c'est des groupes d'amis, on va dire, parce qu'ils sont plutôt potes, mais on a quand même des dominances là. Donc on est moins dans du leadership, on est plus dans de la dominance. J'ai remarqué un truc, mais ça j'en ai parlé, justement, dans l'interview de Rémi sur les anecdotes qu'on peut avoir sur les mules. Oui. J'ai remarqué quand on amenait un nouveau donc chez les chevaux, par exemple, la taille est pas forcément importante. C'est-à-dire qu'on va voir arriver au milieu de grands chevaux un poney Shetland qui a décidé de faire la loi, il y a aucun problème. Donc en fonction de son charisme, il va pouvoir y aller. Or les mulets, heu, pas du tout. Il y a vraiment une distinction de taille. Donc un nouvel arrivant, entre dans le troupeau. S'il est soit plus jeune ou plus faible ou plus petit, il est directement poursuivi par tous les autres. Donc c'est un lynchage. Oui. Donc si on n'intervient pas, bon, ça peut être franchement moche donc moi je l'ai constaté, j'ai pu que le constater et j'étais vraiment très étonnée de ce comportement et s'il y en a un du groupe qui décide, ou fonce dessus, tout le monde y va. Donc il y en a même pas un qui décide de pas le faire, qui observe, c'est tout le groupe qui s'est constitué va aller charger le nouveau parce que voilà, le groupe suit, le premier qui a décidé, enfin on va dire le dominant, et donc le nouvel arrivant bah, ouais, peut se faire lâcher alors que si on les présente pas tout de suite et qu'ils ont le temps de se connaître un petit peu, dans 2 pâtures différentes, ils peuvent devenir, les meilleurs potes. C'est arrivé qu'il y a notre petite Lulu là qui était arrivée très jeune et en fait, elle est arrivée dans le troupeau. Ils ont directement, bah, c'est la première fois que je voyais ça, foncé dessus, mais des tout grands mulets, quoi et ils se coursent un peu à la façon des ânes, en essayant de se mordre, l'arrière et en essayant de se faire tomber aussi. Mais bon, elle a été séparée, mais 3 semaines après, c'était les meilleurs amis du monde. Donc le premier qui avait coursé, la petite Lulu, c'était son meilleur pote, quoi. Donc ça, c'est un peu les traditions qu'on voit pas, forcément chez les chevaux. Je trouve que tous les mulets s'y mettent et moi j'ai vu ça aussi, vis-à-vis de poulains. Même s'ils ont leur taille, comme ils savent que c'est plus faible, ils essayent de le mettre à terre et c'est assez violent
et ne parlons pas même des poneys Shetland, là, ça rentre même pas dans ils rentrent même pas chez les mulets, quoi. Ouais, j'ai vu quand même des trucs et il y a une force dans ce groupe. Ils c'est vraiment et elle est décuplée, à ce moment-là. Donc ceux qui arrivent sur leur territoire, heu, peu importe, enfin pas peu importe, je veux dire, leur taille et leur âge est très important. Mmh. Parce qu'il y a par exemple, bah, je vais donner l'exemple du mulet de Redouane que certaines personnes connaissent ici. Oui. Hem, Bon, moi non, mais Redouane, bah, qui est muletier aussi, belge. ouais, Enfin, on va dire il a un mulet. C'est lui qui a, partagé, avec Pascal, tu sais? C'est aussi quelqu'un qui a un petit musée en Belgique avec il a refait un verre, récemment, non? oui et puis il a fait un petit Oui. musée en Belgique avec du matériel, Oui, je crois que je ancien. Mais son mulet est venu en pension à la maison, enfin au continent des mules parce qu'à cette époque-là, il fallait qu'il le change d'endroit et lui, il était très grand par rapport aux autres. Enfin, il avait une bonne taille, bon gabarit, il a jamais eu un seul problème et pourtant il était nouveau. d'accord. Donc il y a eu un petit peu des jeux de dominance au début, mais il a jamais eu de problème lui. Tu vois? Et j'ai vu ça avec les grands qui arrivaient, eux, ça va, ça va. Tu Ouais, vois? ouais, ouais, ça Donc ouais, je le raconte un peu vite fait comme ça, mais après ça, il faudrait, il faudrait voir, après ça reste de la captivité. Donc c'est pas comme si on avait des milliers d'hectares avec des mules sauvages, quoi. Même si oui, on sait que ça existe, il y a des groupes de mules sauvages, bah, voilà, les observer les mulets en captivité, même s'ils ont beaucoup d'espace, il y a quand même, voilà, il faut quand même qu'il y ait des choses qui se et c'est pas une question d'état de mulet entier ou pas entier, quoi. C'est vraiment, c'est pas le mulet entier qui décide. On a eu un mulet entier dans le groupe, mais comme il était plus petit que les autres, il avait rien à dire, quoi. mais En tout cas, c'est pas lui qui menait, la baraque, quoi. est-ce que tu veux rajouter, d'autres choses sur pardon, excusez-moi, Excellent. sur les mulets? Parce que moi je te propose, de Ah oui, je suis désolé, je peux parler encore pendant ah, on peut en pendant parler vingt pendant longtemps, hein. 24 heures, 48, tout ça. Mais non, C'est fort intéressant. non. Alors, je te propose de parler de l'autre côté du mulet, ce qu'il y a, des humains qui ont des mulets, ou qui voudraient avoir des mulets. Qu'est-ce que tu leur, conseillerais? Ou qu'est-ce que, je sais pas, est-ce que tu vas dire, quelque chose à se redire à propos? Son déjà, je leur conseille, bah, comme on le conseillerait à énormément de gens de chevaux, pareil, c'est de faire confiance à des professionnels pour acheter leur mulet. C'est-à-dire d'éventuellement se faire accompagner. C'est-à-dire que si on vend des mulets, enfin voilà, admettons qu'on est marchand de mulets, on n'est pas toujours les meilleurs conseilleurs et donc c'est pour que le mulet puisse quand même garder un peu ses lettres de noblesse, faut pas se précipiter pour acheter un mulet parce qu'on l'a trouvé beau sur une photo ou parce que quelqu'un vend des mulets et qu'on se dit: «Bah, tiens, j'ai plein de choix, il va me trouver le mulet de mes rêves». Faut vraiment faire gaffe parce que justement après il termine dans des endroits comme le continent des mules, à l'époque. C'est-à-dire que, on va acheter un mulet et puis finalement on s'en sort pas du tout parce qu'en plus, on entend plein de gens qui disent: «Ouais, mais c'est pas différent des chevaux» et puis alors que c'est faux. Donc il faut se faire accompagner, par des professionnels et il y en a un peu partout en France maintenant, tout ça, qui sont quand même bons et aussi pour le choix qu'on fait du mulet, il faut faire attention et après, moi je suis pas pour dire que les mulets sont que pour des élites parce que pour moi c'est faux. Mais c'est évident qu'il faut être quand même préparé à avoir un certain état d'esprit, donc à être, patient, avoir beaucoup d'humour et avec ça, on obtient tout ce qu'on veut. Voilà, on va très, très loin avec un mulet si on est, si on a de la patience et de l'humour, surtout, surtout. Du coup, est-ce qu'on peut dire On que peut être un petit peu, pas trop se prendre au sérieux. du coup, pour reboucler sur le début, il faut dire, pour avoir un mulet, il faut être fan de Mister Bean, c'est ça, en fait? Bah, je sais pas parce que Mister Beast, c'est pas mon Ah, préféré, mais les Monty Python, par exemple, ouais, ça oui. il y a un petit En côté fait Monty Python, du coup. complètement, complètement. C'est-à-dire moins on en fait, plus on obtient. Alors on va dire: «Ah ouais, c'est la même chose avec les chevaux». Oui, c'est la même chose avec les chevaux, sauf qu'avec les mules, c'est encore pire. C'est encore beaucoup plus ça, quoi. C'est encore plus, on fait et plus on obtient et mais par contre, il faut être,
heu, capable de se gérer soi-même. C'est-à-dire de gérer faut savoir gérer son propre ego. Ça c'est aussi une question, très importante. Vaste sujet aussi, Ouais, bah, dans Léo. c'est ça fasse le sujet parce que là, le mulet a comme il est moins proie, disons que voilà, on sait que les équidés sont des proies. Maintenant, l'âne, ben, comme il devait pas trop se fatiguer, hein, dans ses origines, tout ça, parce qu'il y avait pas assez à manger que pour qu'il puisse courir, pendant, des heures, il se défendait beaucoup plus, le cheval, tu vois? Un âne va attaquer, un cheval, il y a peut-être un qui va attaquer ou une jument qui va attaquer quand, il y a un prédateur qui arrive pour défendre son petit, mais tous les chevaux vont pas se mettre à attaquer. Ben, chez les ânes, beaucoup plus et la mule a ça. Donc la mule, elle se comporte moins comme une proie. C'est, dans l'économie d'énergie juste Voilà. Mais donc quand on est confronté à un animal qui a un peu plus la mentalité de l'âne, mais qui a la puissance du cheval, alors là, on est confronté à, si on commence à entrer en conflit avec un mulet, on a un double problème, quoi. Qui est mental, mais aussi physique. On sait contraindre un âne, franchement, beaucoup plus facilement qu'un mulet, parce que le mulet, il est extrêmement puissant, quoi. Donc il a tous les avantages pour moi et idem pour les bardo-bardottes. Ils ont pris pour moi les avantages des 2 parents, voilà. C'est un espèce de mélange, du mieux du cheval et du mieux de l'âne. Mais le mieux de l'âne, c'est son intelligence et parfois, c'est évidemment à nos dépens puisque, parce que le problème, c'est qu'on parfois, c'est difficile d'être confronté à une espèce qui est parfois beaucoup, beaucoup plus intelligente que nous, quoi. ouais. C'est-à-dire que C'est pas on force va dire que c'est pas la même forme d'intelligence, mais c'est redoutable, hein. j'aurais pu faire passer le bac à ma mule du coup, potentiellement. Au lieu de le passer moi, ça m'aurait évité quelques heures de révision. Ouais, Pas mal. mais complètement. Non, mais chez les Américains, ils disent: «Un mulet, il veut voir ton diplôme», D'accord. tu vois? Ouais, ouais, Parce que voilà, si tu es pas compétent, tu l'intéresses pas. Mais alors pour devenir compétent, bah, voilà, moi ce que je peux conseiller, c'est vraiment, adressez-vous à des professionnels avant, allez rencontrer les mules avant, essayez de voir si vous savez, au moins avoir un petit peu le feu quoi. Parce qu'OK, aujourd'hui et je peux comprendre, tous les gens ont envie de nouveau d'avoir des mules et c'est tant mieux pour les mules, mais il faudrait pas qu'elles se retrouvent toutes, de toute façon, le continent des mules, malheureusement, n'existe plus, mais il faudrait pas qu'elles se retrouvent toutes dans des prés ouais, parce que les à rien faire parce qu'en plus l'ennui, c'est terrible pour une mule. parce que Donc le risque, d'acheter ça sur, un coup de tête, c'est d'avoir la douche froide parce que les premières années peuvent être, compliquées, oui, souvent. oui, oui, oui. Oui, oui et parfois, même les premières heures, on se dit: «Ah, il était très bien là où je l'ai vu et puis chez moi ça va plus». Bah non, parce que forcément il a changé de maison et puis nous c'est pareil. On change d'endroit, on se comporte pas pareil, bah, les mulets c'est pareil. Puis il faut le temps qu'ils analysent le territoire, les congénères, l'humain parce que alors ça c'est super important par contre, ce sera peut-être le mot de la fin, j'en sais rien. Mais l'environnement, les problèmes environnementaux sont moins graves pour un mulet que les problèmes qu'ils peuvent rencontrer avec un humain et ça, c'est hyper important. C'est-à-dire, des points environnementaux? C'est-à-dire que changer de territoire, ou alors, changer d'environnement, c'est moins complexe pour un mulet D'accord. que de changer d'humain, sauf s'ils ont l'habitude de fréquenter beaucoup d'humains ou bah, quand je parle de problème, admettons qu'on a un problème, je sais pas moi, heu, je vais donner un bête exemple, mais j'essaie de trouver un bête exemple, qui pourrait se passer dans l'environnement ou avec, ce quand j'appelle l'environnement hostile souvent pour les chevaux, c'est-à-dire les lieux de vie où nous on les fait vivre, les écuries. Oh, il peut y avoir des choses très graves qui se passent lors d'un orage, j'en sais rien moi, hein, une partie du toit qui tombe, des choses comme ça. Bah, après la mule elle va être prudente. Bon, le cheval il voudra peut-être plus approcher l'endroit. La mule va être prudente, mais ça ne va pas la traumatiser à vie. Quoique, hein, on va peut-être me dire: «Si, si», mais heu j'ai vu des traumatismes bien, bien plus importants sur des mulets av qui avaient été alors, on va dire malmenés par les humains. Ils D'accord. pouvaient les emmener n'importe où
je dirais n'importe où, même dans des endroits, totalement improbables pour les chevaux. Mais par contre, je pouvais pas leur présenter des humains, d'autres humains. D'accord. Parce que pour un mulet, un humain n'est pas l'autre. Donc pour un cheval, qui est bien dressé, on va dire, un humain, un autre, un autre, bon, on s'attache plus tard, mais c'est à peu près tous, pareils. Bah, les humains sont un peu tous les mêmes et pour un mulet, un humain n'est pas, son voisin, quoi. Je Donc vois. au continent des mules, on a eu la chance de pouvoir faire fréquenter à nos mules plein, plein, plein d'humains différents et donc elles ont pu et ça les a aidées à énormément évoluer aussi, donc à pas trop se fermer. Mais voilà, le mulet qui appartient à quelqu'un, même, s'il est resté, 1 mois chez le marchand, bah, il est chez le marchand, c'est pas la même chose. Il va s'adapter à lui, mais pas spécialement aux propriétaires qui vont aller l'acheter, quoi. Bah, et donc du coup, Du coup une fois qu'on a fait une petite pause manger entre-temps, mais pour reprendre, le fil de la discussion, une fois que, le mulet arrive, dans sa nouvelle demeure, est-ce que tu aurais des petits conseils pour faciliter, ouais, le temps ouais, vas-y. d'adaptation, quoi? C'est de passer, beaucoup, beaucoup de temps avec lui, si possible, qu'il ait le temps de vous analyser, de savoir à qui il a affaire le plus vite possible, en fait. Parce qu'il se pose plein de questions, il y a plein de mystères et il faut qu'il ait des réponses à ces questions assez rapidement parce que et il y a le changement d'environnement et parfois de congénères et puis vous. Mais comme vous devez devenir sa référence, heu, parce qu'il a un référentiel humain, vraiment, passer plus de temps avec lui parce que bon, parfois les chevaux, on les laisse, plus tranquilles parce que Hem, disons qu'ils ont moins, de soucis d'interaction, enfin, je veux dire, ils sont moins soucieux, hem, de leur rapport, affectif, avec l'humain. Quelqu'un avait très bien expliqué ça ce week-end, par rapport à la raison pour laquelle il y a un rapport d'affect entre, les hybrides et les humains qui est très, très important, qui est beaucoup plus développé. On peut le développer avec un cheval. Mais avec un mulet, ça se rapproche presque du rapport qu'on peut avoir avec son chien. Donc c'est beaucoup, quoi. Et donc voilà, le conseil, c'est de passer énormément de temps avec eux et d'apprendre à les connaître, d'apprendre à les lire. Alors si on ne sait pas les lire, vaut mieux apprendre à les lire avec des professionnels avant, d'acheter un mulet. Parce que le problème est qu'un mulet, si on le regarde, comme une chose étrange ou étrangère, ça peut aussi poser un problème. Donc voilà, il y a des tas de se faire accompagner dès qu'on sent qu'il y a un souci, avant que les problèmes ne se multiplient. Ouais. Voilà. Pour clôturer cette partie, on pourrait dire que le mulet, c'est un chien à qui il faut montrer ses papiers. Ouais, un chien avec des grandes oreilles et puis, on peut Piment vivre des follet. aventures extraordinaires avec eux, quoi. Une fois qu'on a, un minimum de papiers. Quand on a le permis B, ça va. Ça va. On n'est pas obligé d'avoir tous les permis quand on veut juste, avoir un ou 2 mulets, ça va. Et pour continuer, est-ce que, tu aurais envie de parler un peu du monde actuel de la mule ou de ce que tu voudrais, mais ce que tu espères plutôt pour, Ouais. le monde de la mule, en Europe et dans sa globalité? Moi, ce que j'ai découvert, c'est que déjà, là, maintenant, par rapport à quand moi j'ai commencé, il y a 15 ans, c'est qu'il y a beaucoup plus, de jeunes, beaucoup, beaucoup plus et qui sont très compétents et c'est une joie parce que, bah, avant, il y avait que les anciens. Les anciens ont pas toujours envie de communiquer non plus parce que bon, bah, voilà, ils ont fait le tour et puis qu'ils ont aussi leurs méthodes qui plaisent pas toujours non plus aux nouvelles générations donc il y a un petit peu parfois des, mmh les gens sont un peu frileux pour s'approcher, mais voilà, déjà, ça je constate qu'il y a pas mal de jeunes, donc ça veut dire que le mulet a de l'avenir et qu'on réfléchit plus pareil, donc ça veut dire qu'on remet en question, c'est bien aussi, pour le monde du mulet, enfin pour les mulets en général et que, qu'est-ce que je pourrais quoi rêver pour l'avenir? Bah, c'est qu'on les étudie encore plus. C'est-à-dire qu'on les étudie autant qu'on a étudié, les chevaux. Heu,
qu'on étudie leur comportement, qu'on étudie, heu, voilà, de tout enfin tout ce qu'on a enfin, tout ce qu'on a étudié sur les chevaux, mais dans un autre contexte, quoi. Dans un contexte un peu plus moderne, que le mulet de bas, parce que bon, ça c'est très, très bien, il y a énormément d'écrits sur les mulets de bas, c'est énorme même. Enfin, je redis plusieurs fois énorme, mais c'est vrai. Mais voilà, maintenant il faut qu'on étudie un petit peu le mulet, de selle, le mulet thérapeute, voilà, il y a plein de choses à découvrir super intéressantes sur ses capacités parce qu'il p voilà, il est hyper polyvalent. D'ailleurs, il y a une américaine, Meredith Hodge, qui avait, qui est une dresseuse de mules américaine assez connue là-bas, qui a écrit pas mal de bouquins, enfin pas mal de bouquins, ouais, elle a fait des essais et puis on en a fait un bouquin. Qui a une de ses meilleures mules était polyvalente, c'est-à-dire qu'elle faisait de tout, du dressage, de l'obstacle, du bas, enfin tout, 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 tout. Donc c'est des animaux qui peuvent être, selon leur morphologie, hyper polyvalents. Et puis alors une grande phrase qu'elle a dit, enfin une phrase qu'elle a dit que j'ai jamais oubliée, c'était: «Ma meilleure mule était une bardotte». Voilà, donc ça aussi ce sera parce que alors en France, ça il faut aussi qu'on fasse évoluer, le la réputation des bardos-bardottes, parce que tout ce qu'on a dit et surtout sur Wikipédia, ça c'est vraiment une calamité. C'est on en dit beaucoup de mal. Or, dans d'autres pays, comme je l'ai même appris encore aujourd'hui, hein, l'Italie, les États-Unis, tout ça, même le Mexique, on n'en dit pas de mal du tout, donc on doit faire évoluer, les mentalités, Il va falloir se lancer dans l'élevage de barreaux du coup après en plus. bah, je on n'est pas obligé de se lancer dans l'élevage parce que voilà, faut savoir que bon ça c'est plutôt le contexte économique, mais faut pas surproduire, des animaux là, on n'est pas, Faut déjà faire bien avec faut déjà ouais, faire bien avec ceux qui existent et voilà, pas déjà bien. ce serait déjà pas mal. Heu, voilà, parce que dans le contexte actuel, c'est sûr, comme il a plus de chances de survie, dans l'avenir que le cheval, étant donné qu'il est plus économique, puisqu'il a besoin de moins manger pour une production d'énergie beaucoup plus, importante. Déjà, c'est pas mal. Qu'il est plus résistant, qu'il vit beaucoup plus longtemps, enfin voilà, tout ça. Donc on ne sait pas comment est l'avenir et on ferait bien d'apprendre peut-être à fréquenter les mulets. On ne sait pas ce qui peut arriver, quoi. Ah, tu prêches à convaincu, Voilà. c'est vraiment à part. Parce qu'elles ont quand même aidé à construire les États-Unis. Je crois que si les mules n'avaient pas été là, Et pas ça tout. aurait tout changé. Mais d'autres pays et puis enfin bon voilà, elles ont fait qu'on est là aujourd'hui aussi. Elles ont vachement participé à l'expansion des humains un peu partout, hein. C'est vrai que grâce à Ouais, eux, on prend de superbes apéros là ce week-end, hein. aussi, On mange très, très bien. aussi, ça crée des liens, ça crée des C'est magnifique. voilà et puis donc qu'est-ce que je peux espérer? Ben, qu'on les étudie plus, voilà, De déjà, que et est-ce que tu veux rajouter quelque chose, pour la fin de cet épisode? De ce premier épisode pilote? D'ailleurs, n'hésitez pas à émettre des critiques, s'il qu'on y puisse avait le refaire. qu'on puisse le refaire encore une ultime fois Heu, je sais pas, non, bah, ou des petites recommandations de personnes, ou de personnes ou d'ouvrages, oh, qui seraient intéressants à aller voir. bah, les ouvrages, il y en a beaucoup. Là, je crois qu'on peut se référer à Pascal Garnier qui les connaît tous. Donc enfin, tous ceux qui ont été écrits en français, je crois qu'il les connaît. Il y en a 2000 quand même. Ouais, il va y Mais avoir après, ce de sont sorties. des ouvrages anciens. Donc justement, je pense que là, maintenant, il va falloir commencer à écrire, enfin le livre de Meredith Hodge a été traduit, hein, et puis elle a ses méthodes et maintenant je crois qu'il va falloir que les générations suivantes, comme peut-être la mienne, commencent à écrire aussi et puis, parce qu'il y a un grand trou, hein. Il y a comme elle le disait, Bernadette, la chercheuse, qui est venue nous rejoindre ce week-end. Il y a eu un grand trou, à un moment donné, quoi. On n'en entendait plus parler à partir des années 80, je pense. Donc Je n'étais pas né donc oui, attends à savoir. voilà, Dieu. Et sur les réseaux sociaux, des trucs, des petits endroits à aller voir pour voir de jeux nuls, ou des choses intéressantes concernant les mules. Bah, vous pouvez si vous voulez suivre un petit peu ce que font les Américains, il y a Ty Evans, qui est vraiment, un quand je dis dresseur,
un spécialiste, Ah de donc la bulle de sel. Il y a Bob Smith, donc Bob Smith, aussi un américain qui a des très chouettes méthodes de travail, qui va venir, donc donner des stages, en au France? challenge de Multipeu, organisé par Multipeu en France. Donc ça, c'est une grande première et franchement, je conseille à tout le monde d'y aller parce que voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre. Bah, il y en a au Mexique, il y en a partout. Faut fouiner et puis si on fouine pas, bah, on va voir, sur Multipeu, la page et là, il y a plein, plein, plein d'infos super intéressantes puisque là, c'est centralisé quand même. Ouais. Voilà, des références, et puis il y en aura encore, il y en aura des nouvelles. Eh bien, merci Muriel. Mais Je pense oui, qu'on peut s'arrêter là pour cette fois-ci oui, et si tu as, d'autres choses à nous raconter de plus, tu pourras revenir si, ce podcast continue vers l'infini et au-delà. Et n'hésitez pas à envoyer le like, partage, follow pour que, sus allez hashtag et tout ce qui va avec pour qu'on devienne célèbres et tous multimillionnaires. vive les jeunes! Vive les jeunes, mais surtout vive les mules! Oui, Et en plus, avec tous ces sons, on pourra faire de superbes apéros, hein. ouais, ouais. Allez, au revoir, la bise, des bisous.